Lucas, après 22 ans passés ensemble, j'ai décidé que je voulais vivre ma vérité. Je te quitte. Les mots de Sarah ont résonné dans l'élégant restaurant Magnolia Springs, où nous célébrions l'obtention du diplôme d'ingénieur en mécanique de notre fils Daniel. 43 invités, nos amis les plus proches, notre famille, nos collègues, ont instantanément cessé de parler. Les couverts sont restés suspendus en l'air. Le bruit des verres posés sur les tables a créé un silence gênant qui a coupé l'atmosphère festive comme un couteau. Sarah se tenait debout à côté de ma chaise, vêtue d'une robe bleu marine impeccable, ses cheveux blonds parfaitement coiffés pour l'occasion. Elle tenait une coupe de champagne, comme pour porter un toast. Mais ses paroles avaient transformé la fête en tribunal public. Tout le monde attendait ma réaction. Les larmes, le choc, l'humiliation totale devant des gens qui nous connaissaient depuis des décennies. Au lieu de cela, j'ai souri. Félicitations pour ton honnêteté, Sarah. Ma voix était calme, contrôlée. Je m'appelle Lucas Mitchell. J'ai 48 ans et, jusqu'à présent, je croyais être marié à une femme intègre. Sarah cligna plusieurs fois des yeux, clairement déconcertée par ma réaction. Elle s'attendait à ce que je la supplie, que je fasse une scène, que je confirme à tout le monde le récit qu'elle avait soigneusement construit. Lucas, le mari négligent qui a perdu sa femme parce qu'il ne lui accordait pas assez d'attention. Pendant 2 décennies, j'avais été un père dévoué. J'avais travaillé comme conseiller financier, bâtissant une entreprise solide pendant que Sarah se trouvait, à travers divers cours d'art, thérapies alternatives et groupes d'entraide. J'avais tout payé sans poser de questions, croyant soutenir les rêves de la femme que j'aimais. Daniel, notre fils de 24 ans, était assis à ma droite, toujours coiffé de son chapeau de diplômé. Son expression était figée dans une horreur absolue. Au cours des derniers mois, je l'avais protégé de la vérité sur ce que j'avais découvert, ne voulant pas affecter son dernier semestre. De l'autre côté du restaurant, j'ai aperçu Marcus Henley, le coach sportif de 34 ans que Sarah entraînait depuis 8 mois. Il était assis à une table discrète, visiblement mal à l'aise, évitant tout contact visuel. Le même Marcus qui venait chez nous pour des séances de yoga quand j'étais au travail. Les mêmes amis qui nous entouraient, certains ont même souri chaleureusement à Marcus quand il est arrivé, étaient apparemment au courant de leur liaison depuis des mois. Personne n'a eu la décence de m'en parler. Calme, j'ai sorti une enveloppe scellée de la poche intérieure de mon blazer. Je l'ai posée délicatement à côté de l'assiette de Sarah. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, sa confiance commençant à vaciller. « Quelque chose à lire plus tard » ai-je répondu en gardant un ton serein. Je me suis tourné vers Daniel, dont le visage était pâle comme du papier. J'ai serré fermement sa main. « Mon fils, je suis très fier de toi. Cette journée est encore la tienne. » Je me suis levé, j'ai ajusté ma cravate et je me suis adressé aux invités stupéfaits. « Je vous souhaite un bon repas. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi. » Sur ces mots, je me dirigeai vers la sortie du restaurant, le dos droit, sentant 43 paires d'yeux me suivaient. La lourde porte se referma derrière moi, étouffant les murmures anxieux qui commençaient à se répandre parmi les tables. Dehors, la chaleur de juin à Atlanta m'a frappé comme un mur, mais pour la première fois depuis des mois, je pouvais respirer librement. Derrière moi, j'ai entendu la porte du restaurant s'ouvrir violemment, suivie de la voix de Sarah, désormais aiguë et désespérée. « Lucas, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu as fait ?» Je continuai d'avancer, m'autorisant un petit sourire. L'enveloppe que je lui avais remise ne contenait que le début de ma réponse, une réponse que j'avais méticuleusement préparée pendant 4 mois. J'avais toujours été le stratège de notre relation. Pendant que Sarah rêvait et dépensait, je maintenais la stabilité dont notre famille avait besoin. C'est moi qui ai investi dans l'éducation de Daniel, lorsque Sarah voulait dépenser toutes nos économies dans une retraite spirituelle de 3 mois au Costa Rica. C'est moi qui ai travaillé des week-ends supplémentaires pour maintenir notre niveau de vie, lorsqu'elle a décidé qu'elle avait besoin d'explorer sa créativité, en ouvrant une boutique d'artisanat qui a duré exactement 5 mois. Mes propres rêves, peut-être développer mon cabinet de conseil, voyager en Europe, écrire le livre sur la planification financière que j'ai toujours voulu écrire, sont restés perpétuellement en veilleuse. Après le diplôme de Daniel, me disais-je, une fois que Sarah sera stabilisée. Il y a 3 mois, j'ai remarqué des incohérences dans nos relevés bancaires. De petits virements réguliers vers un compte que je ne reconnaissais pas. Après avoir passé 20 ans à gérer nos finances familiales, ces irrégularités m'ont semblé être des signaux d'alarme. J'aurais pu confronter Sarah immédiatement. Mais quelque chose m'en a empêché. Peut-être était-ce mon intuition, ou peut-être était-ce la distance croissante entre nous au cours de l'année écoulée. Au lieu de cela, j'ai commencé une enquête silencieuse. Ce que j'ai découvert était pire que ce que j'avais imaginé.
Si vous suivez cette histoire de trahison et découvrez comment une humiliation publique peut se transformer en plus grand revirement de la vie de quelqu'un, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment cette vengeance méticuleusement planifiée va se dérouler. Car ce que Sarah ne savait pas, c'est que j'avais déjà 3 longueurs d'avance. Sarah n'était pas une femme mauvaise par nature. Elle était pire. Une femme qui avait appris à utiliser sa fragilité comme une arme de manipulation. Pendant 22 ans, je l'ai regardée transformer chaque rêve abandonné en excuse pour dépenser notre argent. La boutique d'artisanat qui avait besoin d'un capital de départ, elle a fermé au bout de 5 mois, laissant un trou de 15 000 $ dans notre budget. Le cours de coaching de vie qui allait changer sa vocation, il a duré 3 semaines avant qu'elle ne décide que ce n'était pas son truc. Mais Marcus en lait représentait quelque chose de différent. Il n'était pas juste un autre caprice passager de Sarah. Marcus avait 34 ans, un corps sculpté et cette confiance arrogante de quelqu'un qui n'a jamais travaillé un seul jour dans un bureau. Ces séances de yoga, chez nous avaient toujours lieu lorsque je signais des contrats importants, que je travaillais le week-end ou que je voyageais pour développer mon cabinet de conseil. Sarah l'avait engagé 8 mois auparavant, prétextant qu'elle avait besoin de se reconnecter avec son corps après la quarantaine. En réalité, elle était en train de renouer avec un homme de 14 ans son cadet, qui voyait en elle la chance d'une vie financièrement stable. J'ai découvert l'ampleur réelle de sa trahison il y a 4 mois, mais les signes étaient là bien avant. Sarah a commencé à faire du sport religieusement, ce qu'elle avait évité pendant toute notre décennie de mariage. Elle a acheté de nouveaux vêtements, changé de coupe de cheveux et commencé à se maquiller de manière élaborée pour cette séance d'entraînement à domicile. Lorsque je lui ai demandé pourquoi elle dépensait autant d'argent en vêtements de sport de marque, elle m'a accusé d'essayer de contrôler son parcours vers la découverte de soi. Lorsque je lui ai demandé pourquoi elle avait besoin d'un entraîneur personnel alors que nous avions une salle de sport entièrement équipée à la maison, elle m'a répondu que je sabotais son développement personnel. L'enquête a vraiment commencé lorsque j'ai remarqué des virements mensuels de 1 500 $ vers un compte dont je n'avais jamais entendu parler. En tant que conseiller financier spécialisé dans les audits, ces anomalies m'ont immédiatement sauté aux yeux. J'ai engagé un détective privé, en toute discrétion, en utilisant un compte personnel dont Sarah ignorait l'existence. Ce que j'ai découvert était bouleversant. Sarah n'avait pas seulement une liaison. Elle finançait entièrement la vie de Marcus. L'appartement qu'il partageait avec un ami était entièrement payé par elle. La nouvelle voiture qu'il avait achetée, financée par des virements depuis notre compte joint. Les voyages d'affaires que Sarah effectuait chaque mois pour assister à des conférences sur le bien-être. Il s'agissait en réalité d'escapades romantiques vers des destinations que je finançais involontairement. Pire encore, Marcus n'était pas le premier. Au cours des 5 dernières années, Sarah avait eu au moins 3 relations extra-conjugales. Chacune financée avec l'argent que je gagnais en travaillant 12 heures par jour pour maintenir notre niveau de vie. Le professeur de Pilates de 2019. Le thérapeute en cristaux de 2020. Le coach nutritionnel de 2021. Tous des hommes plus jeunes, tous financés par des virements réguliers que Sarah qualifiait des « investissements dans le bien-être » lorsque je vérifiais nos relevés bancaires. Elle avait transformé notre compte joint en fonds personnels pour ses relations extra-conjugales. Mais l'humiliation publique d'aujourd'hui n'était pas impulsive. Elle était calculée. Grâce aux SMS auxquels j'ai pu accéder, j'ai découvert que Sarah et Marcus planifiaient ce moment depuis des semaines. Ils voulaient que je sois publiquement dévasté, que je réagisse de manière émotionnelle devant nos amis et notre famille. Le récit qu'ils voulaient construire était simple. Lucas, le mari workaholique qui a négligé sa femme, enfin confronté aux conséquences de ses mauvaises priorités. Sarah voulait que je la supplie. Elle voulait des larmes, du désespoir, une scène dramatique qui validerait sa décision aux yeux de tous ceux qui nous connaissaient. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais découvert quelque chose de bien plus dévastateur que ces virements bancaires secrets. Au cours de mon enquête, j'ai trouvé des conversations entre Sarah et Marcus au sujet de leur projet après le divorce. Ils ne faisaient pas seulement des projets d'avenir ensemble, ils prévoyaient un avenir entièrement financé par ma pension alimentaire. Marcus avait minutieusement étudié les lois sur le divorce en Géorgie. Il savait exactement combien Sarah pouvait recevoir et avait déjà établi des plans détaillés sur la façon de dépenser chaque centime. La maison qu'il comptait acheter. Les voyages qu'il ferait. L'entreprise que Marcus voulait créer. Une chaîne de salles de sport financée par l'argent de mon divorce. Sarah avait transformé notre séparation en un projet d'investissement. Le pire dans tout ça, nos amis étaient au courant. Jennifer, la meilleure amie de Sarah depuis 15 ans, ne connaissait pas seulement Marcus, c'était elle qui les avait présentés. Tom et Rebecca, avec qui nous passions toutes nos vacances, avaient organisé des dîners où Marcus était invité pendant que je travaillais. L'humiliation n'a pas commencé aujourd'hui au restaurant. Cela faisait des mois que ça durait,
avec la moitié d'Atlanta qui chuchotait à propos du pauvre Lucas, qui ne savait pas que sa femme le trompait ouvertement. En rentrant chez moi après avoir quitté le restaurant, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Daniel m'appelait désespérément. Sarah m'envoyait des messages furieux exigeant des explications au sujet de l'enveloppe. Même Jennifer a eu l'audace de m'envoyer un message. « Lucas, vous devriez peut-être discuter comme des adultes. » J'ai tout ignoré. Car ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que l'enveloppe remise à Sarah ne contenait qu'un petit échantillon de ce que j'avais découvert. C'était comme montrer la pointe d'un iceberg, en sachant que 90% restait caché sous la surface. Sarah avait fondamentalement sous-estimé une chose à mon sujet. Je n'étais pas seulement un conseiller financier compétent. J'étais un expert dans la recherche d'actifs cachés, la découverte de fraudes financières et la documentation de preuves de mauvaise foi dans des transactions complexes. Les compétences que j'avais développées en auditant des entreprises malhonnêtes pendant 2 décennies allaient désormais être appliquées à ma propre vie personnelle. Le jeu ne faisait que commencer, et Sarah n'en connaissait pas encore les règles. 3 heures après avoir quitté le restaurant, mon téléphone affichait 47 appels manqués et 83 SMS. Sarah, Daniel, nos amis, même ma mère m'avait appelé après avoir appris le drame de la remise des diplômes. J'ai ignoré tous les messages. Au lieu de cela, je me suis arrêté au Starbucks près de chez nous et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Au cours des 2 décennies passées à bâtir mon cabinet de conseil financier, j'ai appris que les gens en révèlent plus sur eux-mêmes dans les moments de panique qu'au cours d'années de cohabitation normale. Sarah était en proie à une panique totale. Les messages ont commencé poliment. « Lucas, nous devons parler en adulte. » Ils sont rapidement devenus désespérés. « S'il te plaît, appelle-moi. Nous pouvons régler ça. » Et enfin, ils sont devenus menaçants. « Tu ne peux pas m'humilier ainsi en public et t'en tirer comme ça. » Mais c'est le message numéro 81 qui a confirmé mes soupçons les plus sombres. « Tu as oublié que je suis au courant de tes problèmes de dépression en 2018. Fais attention à ce que tu fais, ou tout le monde saura à quel point tu es instable. » Sarah était prête à utiliser ma crise de santé mentale, résultat du stress lié au fait d'avoir 3 emplois pour financer sa phase de découverte de soi, comme moyen de chantage émotionnel. Il ne s'agissait plus d'un divorce. C'était une guerre psychologique. Mon téléphone vibra, signalant un appel de Daniel. Cette fois, je répondis. « Papa. » Sa voix était rauque, clairement bouleversée. « Que se passe-t-il ? Maman dit des choses qui n'ont aucun sens. Elle dit que tu es devenu fou, que tu l'as fait chanter d'une manière ou d'une autre. »« Daniel, » répondis-je calmement, « tu me fais confiance. »« Bien sûr, mais… » »« Alors crois-moi, tout s'éclaircira très bientôt. Ta mère et moi devons régler quelques problèmes d'adultes. Cela n'a rien à voir avec toi. »« Mais papa, elle dit que tu pourrais faire quelque chose de dangereux. Elle veut que je rentre à la maison pour voir si tu vas bien. » J'ai souri ironiquement. Sarah essayait d'utiliser notre propre fils comme pion dans son jeu de manipulation. « Je vais très bien, Daniel. En fait, je ne me suis jamais senti aussi bien. Mais je veux que tu comprennes une chose. Dans les prochains jours, ta mère va peut-être te raconter des histoires à mon sujet. Certaines pourraient même contenir un grain de vérité déformé. Ne crois pas tout ce que tu entendras. Papa, tu me fais peur. Tu n'as pas à avoir peur. Rappelle-toi simplement qu'il y a toujours 2 versions à chaque histoire. Et bientôt, tu connaîtras la mienne. » Quand j'ai raccroché, une nouvelle vague de messages était arrivée. Cette fois, ils ne venaient pas seulement de Sarah. Jennifer, Tom, Rebecca, pratiquement tout notre cercle social était devenu une caisse de résonance pour la version de l'histoire que Sarah était en train de répandre. D'après leurs messages, j'avais menacé Sarah publiquement. J'étais en train de piquer une crise et j'avais besoin d'une aide professionnelle immédiate. Le plus troublant était la facilité avec laquelle nos amis avaient gobé cette histoire. Des gens qui me connaissaient depuis 2 décennies, qui savaient que j'avais toujours été stable et responsable, acceptaient sans broncher que j'étais devenu une menace dangereuse. C'est alors que j'ai compris quelque chose de dévastateur. Sarah n'avait pas seulement prévu de me quitter. Elle avait prévu de détruire complètement ma réputation au passage. Les messages inquiets de nos amis suivaient tous un schéma suspect. Ils mentionnaient tous mon instabilité émotionnelle de 2018, suggéraient tous que je pouvais être dangereux quand je me sentais acculé, et offraient tous leur soutien à Sarah pendant cette période difficile. Sarah avait passé des mois à préparer le terrain, semant le doute sur ma santé mentale afin que, le moment venu, elle puisse se présenter comme la victime d'un mari instable. Mon téléphone a sonné à nouveau. Marcus. J'ai répondu à la 2e sonnerie. Écoute, mec. Sa voix jeune essayait de paraître intimidante. Tu dois arrêter de harceler Sarah. Elle est terrifiée par tes menaces. Menaces. J'ai gardé une voix neutre. Quelle menace précise ai-je proférée, Marcus?
Tu sais très bien ce que tu as fait. Cette enveloppe, toute cette mise en scène au restaurant. Tu étais là, Marcus? Au restaurant? Silence. Il s'était trahi. Intéressant. Ai-je poursuivi. Sarah a dit que vous n'aviez encore aucune relation. Mais tu étais là, à la regarder annoncer publiquement qu'elle allait me quitter. Presque comme si vous aviez planifié ça ensemble. Écoute, mec, ça n'a rien à voir avec moi. Ça a tout à voir avec toi, Marcus. Surtout quand on sait que tu profites financièrement de notre mariage depuis 8 mois. Un autre silence. Plus long cette fois. Je ne sais pas de quoi tu parles. 1500 dollars par mois. Transférés de notre compte joint vers ton compte personnel. Un appartement à loyer modéré dans Midtown qui est à ton nom, mais payé par des virements automatiques que Sarah a mis en place. La BMW que tu as achetée en mars grâce à un prêt préapprouvé basé sur ses revenus. Je pouvais entendre sa respiration s'accélérer à l'autre bout du fil. Tu es malin, Marcus. Tu as trouvé une femme de 48 ans en pleine crise de la quarantaine, tu l'as convaincue de financer toute ta vie pendant que tu prévois de me voler la moitié de mes biens lors du divorce. Plutôt impressionnant pour quelqu'un qui n'a jamais gardé un emploi plus de 6 mois. Tu ne peux rien prouver. Je peux prouver tout cela. Et je vais prouver bien plus encore. J'ai raccroché avant qu'il n'ait pu répondre. C'est à ce moment-là, assis dans un Starbucks tandis que ma vie sociale s'effondrait à travers des SMS, que j'ai pris une décision irréversible. Sarah voulait la guerre. Elle allait avoir la guerre. Mais elle avait fondamentalement sous-estimé son adversaire. Pendant 2 décennies, je m'étais bâti une réputation dans un domaine très spécifique, découvrir où les gens cachaient leurs secrets financiers les plus sombres. Sarah et Marcus avaient commis l'erreur de transformer ma propre vie en une affaire d'audit judiciaire. Et j'étais sur le point de les traiter exactement comme je traitais tous les autres fraudeurs qui croisaient mon chemin professionnel. J'ai ouvert un nouveau fichier sur mon ordinateur portable et j'ai commencé à répertorier systématiquement toutes les preuves que j'avais recueillies au cours des 4 derniers mois. Virements bancaires, SMS, rapport du détective privé, photographies, enregistrements audio. Mais ce n'était que le début. L'enveloppe que j'avais remise à Sarah ne contenait qu'un petit échantillon, les papiers du divorce et des preuves superficielles de virements non autorisés. C'était comme montrer la pointe d'un iceberg tout en gardant 90% de celui-ci caché sous la surface. Ce que Sarah ne savait pas encore, c'est que j'avais découvert bien plus que ces virements à Marcus. J'avais découvert l'existence de Tom. Tom Reynolds. Notre comptable depuis 12 ans. L'homme à qui je confiais chaque détail de nos finances personnelles et professionnelles. Le même Tom qui avait conseillé Sarah sur la manière de structurer ses virements pour qu'ils ressemblent à des dépenses légitimes de bien-être. Le même Tom qui avait créé un compte d'entreprise fantôme par lequel Sarah transférait de l'argent à Marcus sans laisser de traces évidentes sur nos relevés bancaires principaux. Le même Tom qui, lors de notre dernière réunion trimestrielle, m'avait regardé droit dans les yeux et m'avait confirmé que nos finances étaient parfaitement en ordre, alors qu'il savait exactement comment ma femme me volait systématiquement. La trahison de Sarah était douloureuse. La complicité de nos amis était humiliante. Mais la participation active de Tom à la fraude, c'était criminel. Grâce aux relevés bancaires auxquels j'ai pu légalement accéder en tant que cotitulaire des comptes, j'ai découvert que Tom avait mis en place un système élaboré de virements croisés. Sarah ne transférait pas seulement 1500 dollars par mois à Marcus. Elle transférait 5000 dollars par mois via plusieurs comptes, tous dissimulés sous le nom de ma propre société de conseil. Séminaire de développement personnel. Service de conseil en marketing. Matériel de bureau. Chaque transfert semblait légitime pris individuellement, mais lorsqu'on les examinait ensemble, ils révélaient un schéma systématique de détournement de fonds. Tom prélevait un pourcentage sur chaque transfert de conseil spécialisé qui coûtait 300 dollars par mois sur nos propres ressources. Ma femme et mon comptable me faisaient littéralement payer pour le privilège de me voler. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai appelé mon avocat personnel, James Morrison, qui travaillait dans un autre cabinet et n'avait aucun lien avec Tom ou Sarah. James, je dois organiser une réunion urgente. Et j'aurais besoin que tu me recommandes un spécialiste en crimes financiers. Lucas, tu vas bien? J'ai entendu des rumeurs à propos d'eux. Les rumeurs n'ont aucune importance. J'ai besoin d'une aide professionnelle pour documenter une fraude conjugale et la participation d'un tiers à un détournement de fonds. Silence à l'autre bout du fil. James était mon avocat depuis 15 ans. Il savait que je ne faisais pas d'accusations à la légère. De quel montant s'agit-il? Environ 200 000 dollars au cours des 3 dernières années. Bon sang, Lucas. Tu es sûr? J'ai tous les documents. Et James? Ça va empirer avant de s'améliorer.
Je pris rendez-vous pour le lendemain et rentrai chez moi pour la première fois depuis l'humiliation au restaurant. Sarah était dans le salon, visiblement en train de m'attendre. Elle avait troqué sa robe élégante pour un peignoir en soie, les cheveux défaits, le maquillage coulant. L'image parfaite d'une femme dévastée par une séparation. « Lucas », commença-t-elle d'une voix vulnérable, celle qu'elle prenait lorsqu'elle voulait quelque chose, « nous devons parler en adulte. » Je me suis assis dans le fauteuil en face du canapé où elle était assise, gardant délibérément mes distances. « Je t'écoute. Je sais que tu es blessé. Je sais que la façon dont j'ai annoncé notre séparation était inappropriée. Mais tu dois comprendre que je me sens négligé depuis des années. » Voici le discours qu'elle avait répété. La femme incomprise d'un mari accro au travail. Marcus, c'est juste, il me fait me sentir vivante à nouveau. Il me rappelle qui j'étais avant de devenir simplement ta femme et la mère de Daniel. Et les virements bancaires. Elle cligna plusieurs fois des yeux, momentanément déconcertée. Quel virement? 5 000 $ par mois. Transférés via des comptes fantômes. Pour financer ta relation avec Marcus. Le visage de Sarah perdit toute couleur. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tom Reynolds est au courant. C'est lui qui a mis en place tout le stratagème. Sarah se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. Vous exagérez. Ce n'était que quelques petits coups de pouce. Marcus traversait une période difficile financièrement. 200 000 $, ce n'est pas un petit coup de pouce, Sarah. Elle se retourna, et pendant un instant, j'aperçus la vraie Sarah. Pas la femme vulnérable, ni la femme en crise existentielle. La femme calculatrice et froide qui avait orchestré une fraude élaborée pendant des années. La moitié de cet argent m'appartient de droit, dit-elle, sa voix perdant toute trace de fragilité. Nous sommes mariés depuis 22 ans. J'ai contribué à bâtir ton entreprise. Tu as contribué en restant à la maison pendant que je travaillais 70 heures par semaine. J'ai contribué en entretenant notre maison, en élevant notre fils, en étant ta partenaire social quand tu avais besoin d'impressionner tes clients. C'était fascinant de voir Sarah reconstruire son récit en temps réel. Elle n'était plus la femme négligée en quête d'amour. C'était la partenaire commerciale méconnue qui exigeait une compensation équitable. Et Tom, quelle a été sa contribution pour mériter sa part? Sarah a hésité. Tom m'a juste aidé à gérer des questions financières complexes. Tom a créé de faux documents pour dissimuler un détournement de fonds. C'est un crime fédéral, Sarah. Tu exagères. Je suis précis. Mon téléphone a sonné. Marcus. J'ai délibérément répondu en mode main libre. Lucas, mec, écoute, on peut peut-être régler ça sans drame. Sarah m'a parlé de tes menaces. Quelle menace exactement, Marcus? L'enveloppe. Les enquêtes. Tu ne peux pas détruire notre vie par jalousie. Sarah avait raconté notre conversation privée à Marcus en moins d'1 heure. Ils n'étaient pas seulement amants, ils étaient des conspirateurs actifs. Marcus, avez-vous un avocat? Pourquoi aurais-je besoin d'un avocat? Parce que vous avez sciemment participé à un stratagème de blanchiment d'argent. Votre compte bancaire a reçu des fonds détournés illégalement de comptes d'entreprise grâce à des documents frauduleux. Long silence. Ce n'est pas vrai. Sarah m'a dit que l'argent provenait de votre compte personnel. Je regardais directement Sarah, qui était redevenue livide. Intéressant. Sarah, où as-tu dit à Marcus que l'argent provenait? Nous ne discutons pas de cela au téléphone. Marcus, ai-je poursuivi, Sarah vous a menti. L'argent provenait de comptes d'entreprise via des virements frauduleux. Vous êtes techniquement complice d'un crime financier. Sarah, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Marcus, raccroche, dit Sarah rapidement. Non, mec, je veux comprendre. Sarah, tu m'as dit que... Sarah raccrocha. Le silence qui suivit était révélateur. Sarah avait menti à tout le monde, à moi, à Marcus, probablement à Tom au sujet des sommes réelles en jeu. Son réseau de mensonges commençait à s'effondrer. Marcus ne connaissait pas la véritable origine de l'argent, ai-je fait remarquer. Ça ne change rien. Ça change tout. Ça signifie que tu nous as tous trompés. Ça signifie que même tes complices ne connaissaient pas l'ampleur réelle de ta fraude. Sarah s'est affalée sur le canapé. Qu'est-ce que tu veux, Lucas? Je veux que vous compreniez parfaitement votre situation. Demain matin, je rencontre des avocats spécialisés dans les crimes financiers. J'ai des documents prouvant 3 ans de détournement de fonds, l'implication de tiers et la création de documents frauduleux. Vous ne pouvez pas prouver que c'était intentionnel. Je souris pour la première fois depuis le restaurant.
Je peux prouver que c'était systématique, élaboré et que plusieurs personnes étaient impliquées. L'intention est présumée dans des crimes de cette complexité. Sarah me regarda avec un mélange de colère et de quelque chose que je reconnus comme de la peur véritable. De plus, ai-je poursuivi, Tom a laissé des traces numériques de toutes les communications. Des emails détaillant comment structurer les virements. Des SMS sur notre situation particulière. Il a documenté sa propre participation. La vérité était que Tom avait été excessivement prudent, créant des registres de chaque décision afin de se protéger juridiquement. Ces mêmes registres constituaient désormais des preuves irréfutables d'une conspiration criminelle. Sarah comprenait enfin que son humiliation publique au restaurant était le moindre de ses problèmes. Si vous suivez cette histoire de trahison qui se transforme en une affaire criminelle complexe, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car la vengeance que Sarah pensait avoir évitée ne faisait que commencer. Et lorsque le soleil se lèverait le lendemain, elle découvrirait qu'avoir sous-estimé un conseiller financier expérimenté avait été la plus grave erreur de sa vie. Le lendemain matin, à 9h pile, j'étais assis dans le bureau de James Morrison avec 3 experts. Un avocat pénaliste, un expert comptable judiciaire et un ancien enquêteur fédéral qui travaillait désormais comme consultant privé. Sur la table de conférence étaient étalées 247 pages de preuves méticuleusement organisées. Virements bancaires, emails, SMS, photographies, enregistrements audio. Une chronologie de 3 ans de fraude systématique. Bon sang, Lucas, murmura David Chen, le comptable judiciaire, en feuilletant les relevés bancaires. Ce n'est pas seulement une infidélité conjugale. C'est une opération criminelle sophistiquée. L'avocate pénaliste, Margaret Sullivan, examinait les communications entre Sarah et Tom. Les complots de cette complexité aboutissent généralement à des accusations fédérales. Surtout lorsqu'il s'agit de comptes d'entreprise et de documents frauduleux. Mon téléphone sonna. C'était encore Sarah. « Lucas, s'il te plaît, rappelle-moi. Nous pouvons régler cela à l'amiable. Tom m'a dit que tu exagérais la situation juridique. » Je montrai le message à Margaret, qui sourit froidement. Elle ne comprend toujours pas qu'il n'y a pas de négociation possible lorsqu'il s'agit de crimes fédéraux. Robert Ray, l'enquêteur fédéral, a levé la tête d'une pile de documents. Le comptable, Tom Reynolds, a laissé des traces numériques extrêmement détaillées. C'est comme s'il avait documenté ses propres activités criminelles à des fins de protection juridique. C'était probablement le cas, ai-je répondu. Tom a toujours été excessivement prudent. Il voulait avoir la preuve qu'il avait suivi les instructions spécifiques de Sarah au cas où il serait découvert. Ironique, a commenté James. Sa paranoïa concernant la protection juridique est devenue notre preuve la plus solide d'une conspiration délibérée. Margaret a fermé son dossier. Lucas, je dois être clair sur les implications. Lorsque nous présenterons cela au procureur, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Sarah et Tom feront face à des accusations criminelles qui pourraient leur valoir des années de prison. Et Marcus? Marcus, c'est plus compliqué. Si nous pouvons prouver qu'il connaissait l'origine frauduleuse des fonds, il est également complice. Mais ces messages suggèrent que Sarah lui a peut-être menti sur la provenance de l'argent. Il était fascinant de voir comment le réseau de mensonges de Sarah se retournait contre elle. Elle avait même trompé ses complices. Mon téléphone a sonné. Daniel. Papa, tu dois rentrer à la maison. Tout de suite. Maman est en pleine crise de panique et dit des choses incohérentes à propos de prison et d'argent volé. J'arrive. 40 minutes plus tard, je suis arrivé à la maison et j'ai trouvé une scène chaotique. Sarah était sur le canapé, visiblement agitée, tandis que Daniel essayait de la calmer. Marcus était présent, marchant nerveusement dans la pièce, clairement paniqué. Lucas. Sarah s'est levée brusquement quand elle m'a vu. Tu dois arrêter cette folie. Tom a dit que tu menaçais de nous poursuivre tous en justice. Tom t'a appelé? Il m'a appelé, désespéré. Il a dit que tu avais des avocats spécialisés dans les crimes fédéraux. Il a dit que tu risquais la prison. Je regardais Marcus, qui évitait mon regard. Marcus, tu savais que l'argent que Sarah te donnait provenait de comptes d'entreprise grâce à des documents frauduleux? Elle m'a dit que ça venait de vos économies personnelles. Alors tu ne savais pas que tu recevais des fonds détournés illégalement? Non. Sarah, tu m'as dit que... Marcus, tais-toi. L'interrompit Sarah brusquement. Daniel nous regardait avec une horreur grandissante. Papa, de quoi parlez-vous? Quel argent? Quel crime? Il était temps que mon fils connaisse toute la vérité. Daniel, au cours des 3 dernières années,
ta mère a systématiquement détourné 200 000 $ de mon entreprise par le biais de faux comptes créés par notre comptable. Elle a utilisé cet argent pour financer des relations extra-conjugales avec plusieurs hommes, dont Marcus. Le visage de Daniel perdit toute couleur. 200 000 $? Ta mère ne m'a pas seulement trompé émotionnellement. Elle a commis une fraude commerciale à grande échelle. Sarah explosa. Tu déformes tout. C'était notre argent. J'avais le droit de. Tu n'avais pas le droit de créer de faux documents pour masquer des transferts non autorisés depuis des comptes professionnels, l'interrompis-je calmement. C'est un crime fédéral. Marcus retrouva enfin sa voix. Sarah, tu m'as dit que c'était votre argent personnel. Tu m'as menti aussi. Je t'ai protégée, a crié Sarah. Tu n'avais pas besoin de connaître les détails financiers. Les détails financiers font la différence entre avoir une liaison extra-conjugale et être complice de blanchiment d'argent, ai-je répondu. Le téléphone de Sarah a sonné. Tom. Elle a répondu en mode main libre, les mains tremblantes. Tom, dis-moi que tu peux arranger ça. La voix de Tom était brisée, désespérée. Sarah, je ne peux rien arranger. Mes propres avocats disent que je risque des poursuites fédérales. Ils me recommandent de coopérer pleinement avec les autorités. Coopérer? Coopérer comment? En leur fournissant tous les enregistrements de nos communications. Toutes les instructions que tu m'as données. Toutes les méthodes que nous avons utilisées pour masquer les transferts. Sarah pâlit. Tom, tu ne peux pas. Sarah, je vais sauver ma peau. J'ai une famille à protéger. La communication fut coupée. Le silence qui suivit fut dévastateur. Sarah comprit enfin que son réseau de conspiration s'effondrait complètement. Tom allait la trahir pour réduire sa propre peine. Marcus avait découvert qu'il avait été trompé. Daniel connaissait la vérité sur sa malhonnêteté. Lucas, dit-elle d'une voix suppliante que je n'avais pas entendue depuis des années, je t'en prie. Nous pouvons trouver un moyen de régler cela en privé. Il n'y a pas de règlement privé pour les crimes fédéraux, Sarah. Daniel se leva brusquement. Maman, as-tu vraiment volé 200 000 $ à papa? Sarah tenta de s'approcher de lui, mais Daniel recula. Ce n'était pas du vol. C'était notre argent familial. J'ai juste réorganisé l'accès. À l'aide de documents frauduleux et de faux comptes, ai-je ajouté. C'est la définition légale du détournement de fonds et du blanchiment d'argent. Marcus regardait Sarah comme s'il la voyait pour la première fois. Tu as fait de moi un criminel à mon insu. Personne n'est un criminel, a crié Sarah, perdant complètement son sang-froid. Lucas exagère tout pour me punir de l'avoir quitté. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. Margaret Sullivan. Lucas, nous venons d'avoir la confirmation. Le ministère public s'intéresse à l'affaire. Tom Reynolds a déjà pris contact de manière proactive pour offrir une coopération totale en échange d'une peine clémente. Je mis délibérément le haut-parleur. Maître Sullivan, je suis chez moi avec Sarah, Marcus et mon fils. Tout le monde peut entendre. Je comprends. Je peux vous informer que, sur la base des documents fournis par M. Reynolds et des preuves que vous avez recueillies, le ministère public prépare des accusations officielles de complot en vue de commettre une fraude, de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. Sarah s'effondra sur le canapé, comprenant enfin qu'il n'y avait pas d'issue. Les accusations seront déposées lundi. Je recommande à Madame Caldwell de se faire représenter par un avocat pénaliste sans délai. L'appel prit fin, laissant la pièce dans un silence absolu. Marcus fut le premier à parler. Sarah, je dois y aller. J'ai besoin d'un avocat. Daniel regardait sa mère avec un mélange de déception et d'horreur qui me brisait le cœur. Et Sarah? Sarah était enfin confrontée à la réalité. Son humiliation publique au restaurant n'était que la première étape d'un jeu beaucoup plus complexe. Un jeu dans lequel elle avait complètement sous-estimé son adversaire. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que lundi ne serait que le début des véritables conséquences. 6 mois plus tard, j'étais assis dans le tribunal fédéral, regardant Sarah être condamnée à 4 ans de prison pour complot en vue de commettre une fraude et blanchiment d'argent. Ses mains tremblaient lorsque le juge a lu le verdict, le même tremblement que j'avais remarqué lors de cette dernière soirée à la maison. Marcus a été condamné à 18 mois pour complicité, même s'il avait largement coopéré après avoir découvert que Sarah l'avait trompé sur l'origine des fonds. Tom, grâce à sa coopération initiale, a obtenu une peine avec sursis et 5 ans de probation, mais il a perdu sa licence de comptable et sa réputation professionnelle. Daniel était à mes côtés dans la salle d'audience, ayant choisi de soutenir pleinement sa mère tout au long de la procédure judiciaire, même s'il désapprouvait ses actions. Il était devenu un jeune homme extraordinairement mûr au cours de ces derniers mois,
faisant face à la situation familiale avec une dignité qui me remplissait de fierté. « Papa » murmura-t-il tandis que Sarah était escortée hors de la salle d'audience. « Tu crois qu'elle va s'en sortir ? » « Ta mère est plus forte qu'elle n'en a l'air, » répondis-je honnêtement. Cette expérience est peut-être exactement ce dont elle a besoin pour se trouver. La transformation de ma propre vie avait été tout aussi spectaculaire, mais dans une direction complètement opposée. Grâce à l'argent récupéré grâce aux procédures judiciaires et à la liquidation des biens, j'avais enfin réalisé le rêve que j'avais mis en veilleuse pendant des décennies. Développer mon cabinet de conseil pour en faire une entreprise nationale spécialisée dans l'aide aux victimes de fraude conjugale. Mitchell et Associates, protéger les familles grâce à la transparence financière, était désormais présent dans 12 États et comptait 23 experts. Notre objectif était d'apprendre aux couples à mettre en place des structures financières qui protègent à la fois le couple et les individus, en empêchant précisément le type de manipulation dont Sarah s'était rendue coupable. Cette affaire était devenue un cas d'école dans les facultés de droit sur la manière dont les fraudes conjugales complexes étaient découvertes et poursuivies. 3 universités m'ont invité à donner des conférences sur le lien entre les relations personnelles et les crimes financiers. Jennifer, Tom et Rebecca, nos anciens amis qui avaient été les complices silencieux de cette trahison, ont dû faire face à leurs propres conséquences sociales. Lorsque l'histoire a été rendue publique par les rapports judiciaires, la communauté d'Atlanta a réagi avec indignation à leur complicité. Jennifer a perdu plusieurs clients importants de son entreprise de décoration. Tom et Rebecca ont déménagé dans un autre État, incapables de faire face à l'ostracisme social. Le réseau de relations qui avait soutenu Sarah pendant sa trahison s'est complètement effondré lorsqu'elle a été confrontée à la réalité de ses actes criminels. Mais le changement le plus profond s'est produit en moi. Au cours des mois d'enquête, de préparation juridique et de procès, j'ai découvert une force intérieure que je ne me connaissais pas. Ce n'était pas seulement la satisfaction d'avoir obtenu vengeance, c'était la prise de conscience que j'avais laissé Sarah me victimiser pendant si longtemps, mais aussi ma propre tendance à faire passer les besoins des autres avant les miens. L'humiliation publique au restaurant, que Sarah avait planifiée comme mon moment de plus grande faiblesse, est devenue le catalyseur de ma plus grande transformation personnelle. 6 mois après le procès, j'ai reçu une lettre de Sarah depuis la prison. « Lucas », écrivait-elle, « je sais que je n'ai pas le droit de te demander pardon, mais j'ai besoin que tu saches que je comprends maintenant l'étendue de mes actes. La thérapie, ici, m'a aidé à voir comment j'avais transformé notre relation en un système d'exploitation. Tu méritais beaucoup mieux. Daniel me parle de ta nouvelle entreprise et de la façon dont tu aides d'autres familles. Je suis sincèrement fier de l'homme que tu es devenu. » Cette lettre était sincère, contrairement à tout ce que Sarah avait pu m'écrire pendant notre mariage. La prison l'avait forcée à faire une introspection que des décennies de découverte de soi n'avaient pas réussi à lui apporter. Je lui ai répondu brièvement, lui souhaitant une véritable évolution et une guérison profonde. 1 an après ma condamnation, Daniel a obtenu son diplôme en administration et a rejoint mon entreprise. Nous travaillons ensemble à l'élaboration de programmes éducatifs destinés aux jeunes couples sur la transparence financière et la communication saine dans les relations. « Papa », m'a-t-il dit lors d'un déjeuner, « tu as transformé la pire expérience de ta vie en une base pour aider des milliers d'autres personnes. C'est ce que j'appelle la vengeance parfaite. » Il avait raison. La véritable vengeance n'avait pas été de voir Sarah faire face aux conséquences juridiques. Elle avait été de découvrir que j'étais capable de bien plus que je ne l'imaginais lorsque j'ai enfin cessé de me rabaisser pour accommoder le dysfonctionnement des autres. La leçon la plus importante que j'ai apprise est que la trahison, bien que dévastatrice, peut être le réveil dont nous avons le plus besoin dans notre vie. Sarah a essayé de me détruire, mais elle m'a seulement révélé des ressources intérieures que je ne savais pas posséder. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois que son humiliation publique au restaurant a été la plus grande faveur qu'elle pouvait me faire. Elle m'a forcé à cesser d'être une victime et à devenir l'héroïne de ma propre histoire. Si cette histoire de trahison transformée en triomphe vous a touché, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Nous avons des dizaines d'histoires similaires sur des personnes qui ont transformé leurs pires expériences en fondation de leurs plus grandes victoires. Cliquez sur la cloche pour être averti chaque fois que nous publions une nouvelle histoire de revirement et de vengeance. La dernière fois que j'ai entendu parler de Sarah, elle avait été libérée de prison après avoir purgé 3 ans de sa peine pour bonne conduite. Elle travaillait dans un programme de réinsertion sociale, aidant d'autres femmes à reconstruire leur vie après des crises personnelles. Et moi ? Eh bien, la semaine dernière, j'ai inauguré notre 15e bureau, cette fois Seattle, où Daniel dirigera notre nouvelle division de technologie préventive. La différence, c'est que maintenant, quand je me réveille chaque matin, je ne suis plus le mari négligé de Sarah. Je suis Lucas Mitchell, et c'est la vie que je me suis construite après avoir enfin appris à m'apprécier à ma juste valeur.